Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines. Dirigé par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. El Hadji Malick Ndiaye, ce que les GAFAM font aux médias africains. Enjeux socio-économiques, éditoriaux et politiques de l'infomédiation, 2022. Yves-Alexandre Chouala, Patrice Bigot MBE accent aigu logo et Delmas TSAF ACK, dire le Cameroun et les grandes puissances. Trajectoire et dynamique de coopération, 2022. Jean-Christophe TSHIMPAKABODUMBU, le numérique et l'enseignement en rez-de-chaussée, appropriation des artefacts numériques par les enseignants 2022. Axel Presnel AVERROES Achour KORONDO, l'échec du contrat social et le constat du chaos centrafricain, 2022. Laurent Fallet LWANGA, Histoire de l'éducation en Afrique subsaharienne. Cas de la rez-de-chaussée, 2022. Jean-Paul Béza LGA, Le sens de la dot en pays tout pourri, 2022. Mohamed Arakat, dire Géopolitique et géoéconomie marocaine en Afrique, 2022. Sous la direction de Moussa II et Christian Théophile Obama Bellinga, Voix de communication et espace culturel en Afrique noire, hommage à Philippe Blaise Essomba, 2022. Gilbert Nguema ENDAMNE et Céline BILOGHEKOUACHE, La désillusion de l'école en milieu populaire au Gabon. Uniformisation ou diversification représentationnelle, 2022. Patrick Kabou, Le droit de la guerre dans les religions et traditions d'Afrique noire, 2021. Monseigneur Léonard KASANDALUMEMBU, La sorcellerie chez les Balouba du Kasaï, rez-de-chaussée, 2021. Boubacar Niang, Le gouverneur Faidherbe à Saint-Louis et au Sénégal, 1854 à 1863-1865. Mythe et réalité dans l'œuvre du précurseur de la colonisation française en Afrique occidentale, 2021. Debo MUNAYENO Muvova et Didier PIDIK AMUKAWA, Covid-19 au Congo-Kinshasa, Représentation sociale et gestion publique au cœur d'une crise sanitaire, 2021. Safiatou Diallo, Politique de santé en Guinée, de la colonisation au début du XXIe siècle, 2021. Dédicace. Je dédie ce livre à mon épouse Sarah Bibiche Moyen, ainsi qu'à mes enfants qui m'ont soutenu durant le temps de sa rédaction. J'ai aussi une pensée reconnaissante pour mon ami et frère bienvenu Romuald Gobert, dont les réflexions intellectuelles ont contribué à faire avancer ma propre réflexion et alimenter mon esprit critique. Je n'oublie pas son épouse Déborah Jennifer Gobert qui, au milieu de la tempête, m'a toujours manifesté de l'amitié. J'adresse mes remerciements à tous ceux qui m'ont soutenu et encouragé à poursuivre les efforts, et particulièrement à Monsieur Évariste Joly PEMOUSSO. Table des abréviations. AADH, Annuaire africain des droits de l'homme. AEF, Afrique équatoriale française. AFDI, Annuaire français de droit international. AFJC, Annuaire français de justice constitutionnelle. AFRI, Annuaire français de relations internationales. AJDA, Actualité juridique droit administratif. AIJC, Annuaire international de justice constitutionnelle. AOF, Afrique occidentale française. APD, Archives de philosophie du droit. BADH, Bulletin africain des droits de l'homme. OUL. Crime, Bulletin criminel. CA, Cour d'appel. CAA, Cour administrative d'appel. CADH, Commission africaine des droits de l'homme pour les décisions rendues avant 2013 ou Cour africaine des droits de l'homme pour celles qui sont intervenues à partir de 2013. CE, Conseil d'État français. CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.
CIJ, Cour internationale de justice. CJUA, Cour de justice de l'Union africaine. CJUE, Cour de justice de l'Union européenne. CRDF, Cahier de la recherche sur les droits fondamentaux. CS, Cour suprême des États-Unis, du Canada, etc. D. Recueil d'Alloz. JA, Jeune Afrique. JCP, Jurisclasseur périodique. NCCC, les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel. NEPAD, Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. OUA, Organisation de l'unité africaine, elle est devenue l'Union africaine. RADH, Revue africaine des droits de l'homme. RCDIP, Revue critique de droit international privé. RDP, Revue de droit public et de la science politique. REMI, Revue européenne des migrations internationales. RFAS, Revue française des affaires sociales. RFDA, Revue française de droit administratif. RFDC, Revue française de droit constitutionnel. RFHIP, Revue française d'histoire des idées politiques. RI, Revue internationale et stratégique. RJPEF, Revue juridique et politique des États francophones. RJPIC, Revue juridique et politique indépendance et coopération. Elle s'appelle RJPEF depuis 2004. RIDC, Revue internationale de droit comparé. RIDP, Revue internationale de droit pénal. RIEJ, Revue interdisciplinaire d'études juridiques. RIPC, Revue internationale de politique comparée. RIS, Revue internationale des sciences sociales. RQDI, Revue québécoise de droit international. RSC, Revue de sciences criminelles. RTDCIV, Revue trimestrielle de droit civil. RTDH, Revue trimestrielle des droits de l'homme. UA, Union africaine, c'est l'ancienne OA. UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Introduction générale. L'État fédéral africain est l'un de ces projets dont on a beaucoup parlé sur le continent tout au long du XXe siècle, mais qui, à l'évidence, ne connaît aucune avancée significative sur le terrain, en dépit des dernières tentatives de relance initiées depuis la mise en place de l'Union africaine. Une telle apathie sur une aussi longue période est inexplicable au regard des déclarations d'intention. Il est parfois à se demander si l'idée est réaliste et surtout réalisable. Comme beaucoup d'autres idées en Afrique qui sont devenues de véritables éléphants blancs, l'État fédéral africain, en dépit des apparences, restera pour plusieurs décennies encore au mieux un mirage, au pire un fantôme politico-juridique dont les apparitions furtives ne se rencontrent que dans des périodes troubles de l'évolution du continent. Dans la conscience collective, la réalisation d'un État multinational est perçue avant tout comme un remède incontestable aux différents maux qui minent l'Afrique, depuis qu'elle est confrontée au péril de l'invasion et de l'occupation qui l'a si souvent côtoyée ainsi qu'aux problèmes du développement interne. Pour beaucoup, elle ne sera réellement souveraine que dans l'unité. On préfère ainsi mettre l'accent sur les avantages d'une communauté d'intérêts plutôt que de jeter le trouble, en brandissant le spectre d'un échec possible. L'unité et l'union des forces, affirme-t-on, sont les principaux atouts des faibles. Elles prônent la mobilisation des potentialités économiques et du potentiel humain disponible, au service de cette cause commune. Comme l'écrit fort à propos le professeur Philippe Ardan, l'État fédéral efface des frontières trop gênantes. Il favorise l'apparition d'un vaste marché intérieur, facilitant les échanges et le développement économique. Il substitue dans la société internationale un partenaire de taille convenable à des entités trop petites et trop faibles pour jouer un rôle. C'est pour cette raison que la solution fédérale est apparue d'autant plus évidente que le morcellement a par le passé été fatal à l'Afrique. D'autres mettent en avant le déclin des États-nations face aux forces de la globalisation et de la mondialisation, qui prédisposeraient les États au regroupement. D'un côté, cette tendance doit être relativisée dans le cas de l'Europe où les États-nations apparus depuis fort longtemps ont certes connu des mutations, mais dans le sens d'un rétrécissement de leur rôle au profit des régions, dont l'autonomie est de plus en plus valorisée. Cette autonomie ne remet pas en cause le caractère intégrateur de l'État, qui renforce son unité.
Il est donc peu probable que la mondialisation favorise en Afrique, dans le moyen terme, les conditions d'un nationalisme transnational ou post-national. De l'autre côté, les expériences traumatisantes des fédéralismes soviétiques, yougoslaves, canadiens et surtout belges doivent permettre de relativiser l'intérêt et les bénéfices que l'on est en droit d'attendre du fédéralisme, dont nul ne peut prédire l'issue. Voici en effet le sentiment que le professeur Francis Delperrey donne des Belges 180 ans après la création de la Belgique. Pour ce qui est du présent, il part au plus pressé et réforme ce qui peut l'être. Ils espèrent ne pas être emportés à l'avenir par les vents de tempête qui soufflent parfois avec violence aux abords de la mer du Nord. Pour lui donc la nation belge n'existe plus, et son État dans sa forme actuelle est peut-être sur le point de s'évaporer. Une défédéralisation de la Belgique est même sérieusement envisagée. Un autre auteur emboîte le pas à cette appréciation pour le moins apocalyptique, lorsqu'il affirme que les régimes fédéraux ne sont en aucun cas une panacée pour tous les maux politiques de l'humanité, ni une voie efficace dans les pays où les conditions préalables nécessaires ne sont pas réunies. Pourtant, tout ce qui va dans le sens de l'affirmation et de la consolidation de la souveraineté africaine semble emporter la majorité des suffrages, comme si toutes les conditions étaient réunies. C'est dans cette perspective que la théorie du fédéralisme africain est née et s'est développée, sans pour cela que le peu d'intérêt que le fédéralisme suscite actuellement auprès de l'élite politique, le manque d'enthousiasme, ni même les ambiguïtés manifestées par certains dirigeants sur la crédibilité du projet soient questionnées. Le fétichisme fédéral dans le discours a toujours pris le dessus sur les autres alternatives envisageables. Mais on peut constater que la stagnation du projet fédéral africain, du fait de son rejet implicite, s'explique en grande partie par le fait que le débat repose sur un postulat et un paradigme anciens qui n'ont pas été renouvelés en dépit des bouleversements socio-économiques et politiques qui se sont produits sur le continent depuis au moins la fin de la colonisation. La théorie du fédéralisme africain repose sur le dogme de l'unité culturelle. Elle ne prend pas en compte la problématique des droits de l'homme. On se doute bien que la question des droits de l'homme apparaît dans le fédéralisme africain comme un boulet au regard des identités culturelles des États, qui ne sont pas uniformes et semblent figées. Identité culturelle entendue au sens où l'UNESCO définit la culture, comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et qu'elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. On ne peut que souscrire au constat fait par l'UNESCO dans sa Déclaration universelle sur la diversité culturelle, d'un pluralisme culturel qui est indissociable à la fois du cadre démocratique et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il renvoie à l'intitulé de notre thème. Il convient donc de reformuler la problématique de l'État fédéral africain, à la lumière des concepts de diversité culturelle et des droits fondamentaux de l'homme tels que le droit international les promeut aujourd'hui. La question est: l'unité culturelle et politique de l'Afrique telle que formulée pourrait-elle garantir l'application uniforme et intégrale des règles juridiques en matière de protection des droits fondamentaux et de la démocratie sur l'ensemble du continent africain comme cela se fait dans les États fédéraux d'Europe ou d'Amérique ? Les particularités culturelles oubliées par les textes intégrateurs sont-elles compatibles avec les règles de la démocratie et la conception des droits de l'homme que porte l'Union africaine ? Il faut s'interroger sur le point de savoir si les droits fondamentaux des personnes tels que la libre disposition de son corps, la liberté d'expression, la liberté de croyance, le droit à la vie, etc., si importants dans les régimes démocratiques et si nécessaires à l'expression individuelle dans les États fédéraux, ignorés et minorés, voire contestés par les cultures communautaires sur le continent africain, ne vont pas entrer en conflit avec ces cultures et empêcher de fait la construction fédérale. Plus généralement, on peut se demander si la mise en place d'un État fédéral au cœur de l'Afrique ne relève pas d'une révolution culturelle, dont les initiateurs du projet n'ont peut-être pas saisi la portée en termes de transformation des valeurs fondamentales de la société africaine. A contrario, il semble légitime de se demander si les cultures et les traditions des États peuvent être saisies par le droit de l'Union, alors même qu'existe un fossé entre celui-ci et les pratiques ayant cours dans les États qui, elles, relèvent de faits culturels.
C'est là, nous semble-t-il, que se nichent toutes les difficultés de la construction d'un État fédéral sur le continent africain. C'est aussi dans ce rapport du droit à la culture et aux traditions que les tentatives fédéralistes dans certains États tels que le Cameroun, le Nigeria ou le Kenya ont échoué. Nous tenterons de montrer que la réception des droits fondamentaux en Afrique risque d'anéantir tous les acquis politiques et culturels que les anciens ont recensés, pour tenter de bâtir une fédération politique pérenne en Afrique, et pour être aussi tranchant que Pierre-François Gonidec, que le succès du fédéralisme est lié à la destruction des sociétés africaines traditionnelles. Certes, toute culture vit et prospère parce qu'elle est en contact avec d'autres. Ces multiples liens sont nécessaires à son enrichissement, car repliée sur elle-même, elle ne pourrait que péricliter. Mais l'introduction aussi massive que spontanée de normes relatives aux droits fondamentaux forgées dans un autre contexte risque de perpétuer la fin des cultures africaines au lieu de les revitaliser. Dans cette hypothèse, l'État fédéral, dépouillé de son socle culturel propre, dessouché pour ainsi dire, ne pourra pas survivre à ce chambardement culturel inédit, et des résistances et tensions multiples se manifesteront, qui auront pour effet de renforcer les nationalismes au préjudice de la construction fédérale. Car la culture n'est pas si malléable qu'on pourrait le penser, lorsqu'elle est intimement immergée dans des croyances religieuses. L'identité culturelle d'une nation ou d'un peuple a certes un caractère relatif, elle est l'ensemble des traits distinctifs d'une réalité humaine dans une séquence temporelle. Cependant, force est d'admettre que la conception des droits de l'homme telle qu'elle est portée par le droit de l'Union ne pourra pas être assimilée et digérée, dans un temps aussi court par l'ensemble des acteurs à la fois, dont les traditions, les habitudes, les croyances et les pratiques sont à l'opposé, étant donné les écarts et la diversité des situations auxquelles ils sont confrontés dans leurs territoires respectifs. Cette problématique, à laquelle ce livre va tenter de répondre, a été oubliée, voire occultée par les précurseurs de l'unité africaine. Curieux oubli qui n'a à ce jour appelé aucune réparation, alors que la question est sérieusement débattue ailleurs, et commence à peine à germer dans les débats intellectuels sur le continent. Les pères fondateurs du panafricanisme n'avaient pour seul horizon que l'affranchissement de l'Afrique des liens de l'esclavage et de la colonisation. Du reste, originaires des Amériques, ignorant des réalités culturelles africaines, ils étaient portés par la foi peut-être naïve qu'il suffirait de rassembler toute l'Afrique sous la bannière d'une fédération de type nord-américain pour régler tous les problèmes. La problématique de l'émancipation de l'Afrique était donc contextualisée. Le panafricanisme s'identifiait ainsi à l'origine à un mouvement racial destiné à émanciper la race noire de la domination blanche. Ce combat, s'il a largement contribué à la décolonisation de l'Afrique, n'aura pas pour autant permis de l'unifier. En effet, les pères fondateurs n'ont jamais réussi à analyser concrètement le contexte de l'avènement de la théorie panafricaine, marqué à la fois par la désintégration des empires africains du XIXe siècle, l'affaissement de l'autorité et l'absence d'une unité politique et sociologique pouvant constituer le soubassement de la construction fédérale. Le projet était donc marqué dès le départ par une sous-évaluation du contexte politique et une sous-estimation de l'analyse culturelle, dont la particularité, comme le souligne à juste titre M. Otaïek, est de décourager les meilleures volontés, d'autant que son opérationnalité se révèle aléatoire. La culture, cette donnée très abstraite, d'un abord difficile pour les non-spécialistes, était bannie du débat, car elle risquait d'égarer le projet fédérateur hors de son objectif immédiat. Il va sans dire que la pensée panafricaine sera d'autant plus influencée par les théoriciens nord-américains, que la plupart des panafricanistes ont peu ou prou fréquenté les pères américains du fédéralisme africain. Il n'est que de citer Kwame Nkrumah, dont le projet défendu à la tribune de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en 1963, n'est qu'une version affinée des projets déjà avancés à l'époque coloniale. Aucun mot des réalités identitaires propres à chaque État, ni de l'ordre démocratique dans l'Afrique fédérale, ni moins encore de la forme du fédéralisme qui soit le mieux adapté pour concilier les objectifs du développement avec les intérêts des États et les droits individuels. La critique portée sur le caractère très vague, voire brumeux du projet panafricain, observé depuis les premières années de l'indépendance, conserve encore aujourd'hui son actualité. Mais nombreux sont ceux qui pensent encore plus de 50 ans après,
que ce projet, dans sa version initiale, a encore de l'avenir. Défendable sur les plans économiques ou monétaires, dont les échecs mettent en évidence les vertus du panafricanisme, il est discutable sur le terrain identitaire ou culturel. L'analyse juridique, très peu sollicitée, peut apporter une contribution précieuse à la compréhension de la question. Les clivages culturels et religieux rendent complexe la recherche d'une identité commune sur le continent. Ces clivages témoignent de l'existence des identités séparées, dont il fallait tenir compte dans le processus de création d'un État fédéral. Si l'on y ajoute la question démocratique, tout au moins en termes de légitimité démocratique des unités fédérées et de dialogue entre celles-ci et l'État central, on réalise la complexité d'une question qu'il était hasardeux de régler de façon aussi superficielle et hâtive. Les questions identitaires et démocratiques sont au cœur des crises institutionnelles et sociales que connaissent les vieilles fédérations. Aucun État fédéral ne peut subsister s'il n'a pas au préalable réglé ces questions, qui se posent avec acuité, parce qu'elles conditionnent l'existence de cette forme d'organisation étatique. Même l'Union européenne, qui n'en est encore qu'au stade de communauté d'États, a posé depuis longtemps le problème des fondements identitaires de son organisation politique, et la question est sans cesse renouvelée, car non seulement elle est susceptible de s'orienter vers l'organisation fédérale, mais encore elle doit s'efforcer de concilier les valeurs dont elle s'enrichit en permanence par le biais des migrations avec les valeurs communes aux États qui la composent, ce qui du reste est pas chose aisée. La culture et l'histoire sont mises à contribution pour justifier l'existence d'un fonds culturel commun, dont la démocratie et les droits fondamentaux seraient des émanations. En Afrique, au contraire, la question de l'unité peut donner lieu à des tiraillements, à des conflits, parce que historiquement l'unité ne s'est pas toujours réalisée autour des valeurs démocratiques ou d'un socle de valeurs unanimement partagées. Même lorsqu'elles sont affirmées, elles sont littéralement dévoyées de façon ostentatoire. Ceci explique peut-être pourquoi l'articulation entre l'État fédéral, les identités culturelles, les droits de l'homme et la démocratie participative n'a été prise en compte dans le débat africain que tardivement. La construction d'un État fédéral sur le continent se fait donc avec un sérieux handicap au départ, l'absence de valeurs consensuelles dont les études récentes ont montré la rareté et la très grande généralité, pour pouvoir correspondre à la diversité des situations particulières. La reconnaissance juridique des identités et des traditions nationales en droit européen en dit long sur l'absence d'unanimité autour d'un code de valeurs communes. A fortiori en Afrique, où les traditions et les identités nationales ne correspondent pas toujours à des concepts ou des principes opérationnels dans une démocratie moderne, et où existe même parfois une juxtaposition de plusieurs sources de normes contradictoires qui ne peuvent pas être insérées dans un même corpus de règles, le risque d'accentuation des spécificités juridiques et culturelles des États-nations au détriment de l'unité est réel. La démocratie, parce qu'elle était perçue comme une valeur étrangère à l'univers culturel africain, n'avait été invoquée jusque-là dans le débat que sous l'angle de la libération de l'homme et des peuples de la domination coloniale, et non pas sous celui de la participation des citoyens à la gestion publique et au choix des gouvernants par le biais des élections libres. C'est pourtant la démocratie dans cette seconde acception qui est le facteur décisif dans la construction d'une citoyenneté républicaine, parce que précisément la citoyenneté est une identité qui se forme dans le débat démocratique. La question démocratique, trop taboue pour l'avenir de la fédération dont elle était susceptible de révéler les fragilités, était bannie du débat africain relatif au fédéralisme, où tout au moins son importance était minorée au profit des enjeux politiques et géostratégiques de l'après-guerre et de l'exigence d'unité. La question identitaire n'en est pas moins occultée. La réponse que lui donne l'écrasante majorité des auteurs prouve bien le peu d'intérêt qu'on lui a toujours accordé dans la construction de l'État fédéral. Inédite à l'époque où l'entreprise panafricaine posait ses jalons, cette question a depuis quelques décennies commencé à être étudiée, mais certaines réponses qui lui sont données ne peuvent que susciter l'étonnement. Ainsi, il a été par exemple soutenu qu'il existerait une parenté culturelle naturelle entre les pays arabes et ceux d'Afrique noire qui s'expliquerait par le fait que l'islam, contrairement au christianisme, serait la religion africaine par excellence. L'islam serait porteur d'un humanisme universel qui aurait transcendé les frontières ethniques et culturelles.
De là à dire qu'il pourrait être le ciment de l'unité culturelle africaine, il n'y a qu'un pas que beaucoup ont franchi sans la moindre hésitation, en le créditant d'un rôle moteur dans l'émancipation du continent et de la diaspora issue de la matrice africaine. Ces conclusions bien hasardeuses, parfois fantaisistes et non dénuées de fanatisme, recèlent un fort contenu idéologique. Le premier festival culturel panafricain d'Alger en 1969 a formulé pour la première fois le principe de l'unité africaine. Et Alger, symbole africain de la lutte anticolonialiste, carrefour des révolutionnaires africains et bastion de tous les mouvements de libération, va cristalliser toutes les émotions suscitées par la liberté recouvrée, et l'exaltation du patriotisme panafricain va y trouver un nouveau souffle après sa mise à mort au sommet de Loi en 1963. La fraternité des peuples d'Afrique n'a jamais été aussi réelle qu'à cette époque-là, sous l'impulsion de l'Algérie. Dans la foulée, le manifeste culturel panafricain, adopté par le symposium du premier festival, affirme sans aucune nuance le principe de l'unité culturelle de l'Afrique. L'appartenance de tous les pays africains à une même culture et à une même histoire est affirmée dans ce texte, qui souligne du reste l'africanité de l'ensemble de ces pays, qui se traduirait par des similitudes profondes et des aspirations communes. Ainsi, l'africanité serait aussi un destin partagé, la fraternité du combat libérateur et le même avenir à assumer de concert pour le maîtriser. La découverte d'une communauté de destin, après le constat d'un passé commun, constitue une véritable introduction à l'unité politique du continent. Il va sans dire que la diversité des expressions de cette culture commune ne repose sur aucune différence d'essence, dans la mesure où elle exprime la même universalité. La charte de la Renaissance culturelle africaine, adoptée par la 6e session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine tenue à Khartoum le 24 janvier 2006, réaffirme le principe de l'unité culturelle africaine, en lui apportant toutefois quelques nuances, qui peut-être traduisent subtilement un changement de cap par rapport à ce qui avait été annoncé à Alger en 1969, tout au moins elle pose le problème de la pertinence et même de la crédibilité des premières conclusions. Il ressort de ladite charte que l'identité culturelle africaine réside dans la diversité des cultures, et que la diversité culturelle et l'unité africaine constituent un facteur d'équilibre. Le laconisme et l'ambiguïté de ces formules sont d'autant plus déplorables que cette charte semble percevoir la culture comme un facteur d'intégration africaine. Mais cela n'est pas étonnant, parce que, en définitive, l'identité culturelle est un phénomène complexe qui ne se laisse pas appréhender facilement. Elle mêle aussi bien l'histoire, la langue, la religion que la littérature, l'art ou la politique. Tenter donc de bâtir un État fédéral d'Afrique sur la base d'un concept non défini et mal circonscrit peut se révéler irréaliste, d'autant plus qu'il n'a pas été procédé à un inventaire exhaustif des principes tirés des valeurs culturelles supposées communes. Juridiquement donc, l'identité culturelle africaine est indéfinissable, si tant est qu'on puisse la définir, sauf en référence à des normes importées par le biais des traités internationaux. Ainsi, pour l'essentiel, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples se contente d'insérer les normes démocratiques occidentales dans le système de protection des droits de l'homme en Afrique. Elle rappelle les engagements pris par les États africains de se conformer à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qui prouve que, implicitement, les Africains s'accordent à construire leur système politique sur la base du socle démocratique admis par toutes les nations démocratiques de la planète, et qu'il n'y aurait pas de spécificité africaine en la matière. En ce sens, les évolutions récentes du droit africain des droits de l'homme s'inscrivent dans le droit fil du principe de l'universalité de la culture africaine affirmé dans le Manifeste culturel d'Alger, confirmant ainsi la naissance d'un principe universel de légitimité démocratique, largement intégré par les constitutions des États africains. Mais cela n'est pas suffisant pour prétendre mettre en place une fédération pérenne sur le continent africain, pas plus qu'il n'a été possible d'implanter durablement la démocratie par la force des lois. Encore faut-il que ces principes démocratiques soient compatibles avec les cultures et la mentalité africaine, et qu'ils ne soient pas en conflit avec les principes propres à l'Afrique, ou qu'ils s'adaptent à la diversité des situations concrètes. Cette compatibilité n'est pas avérée, et la locomotive de l'unité ne prend pas toujours en compte les aspirations des peuples concernés.
la construction fédérale se fait par le haut, et l'unité, fruit de compromis politiques, est plus émotionnelle que réelle. Construire un État fédéral dans le respect des principes élémentaires de la démocratie peut donner à certains le sentiment de renoncer à leurs idéaux culturels et à leurs croyances, au profit de règles qui contrarient l'expression de leur religiosité. L'Afrique fait fi de la complexité et de la perplexité, voire la fragilité des montages institutionnels fédéraux, toujours contestés, à l'épreuve des spécificités culturelles et politiques nationales qui ailleurs ont entraîné le délitement factuel d'une unité nationale de façade, en dépit de leur raffinement et de leur perfectionnement. Cette complexité qu'il était impossible de prévoir à l'heure des indépendances n'a jamais donné lieu à une analyse approfondie. L'article 3 de l'acte constitutif de l'Union africaine adopté le 11 juillet 2000 se borne à faire de l'intégration politique et socio-économique un objectif à atteindre, sans fournir plus de précisions sur les moyens et les échéances arrêtées pour sa réalisation. L'affirmation de la vision commune d'une Afrique unie et forte fait l'impasse sur le modèle de fédération que l'on souhaite. Seuls apparaissent les objectifs communs, à charge pour les États d'adhérer aux valeurs et principes universels de la démocratie, au respect des droits de l'homme et au respect des principes de l'État de droit. Elle opte ainsi pour un fédéralisme au rythme des avancées démocratiques, consistant à associer étroitement les États à sa réalisation. Les deux principes contradictoires en apparence semblent naviguer à contre-courant de son objectif d'unité politique continentale et empêchent toute réflexion sur le type d'organisation et de montage institutionnel qui soit compatible avec les libertés étatiques et les libertés des peuples. Les droits politiques fondamentaux des États, dont l'Union africaine a contribué à préciser et à légitimer le cadre de leur expression, et les droits fondamentaux des individus proclamés par Union en référence à des normes et règles qui sont éloignées des cultures, de l'histoire et des traditions propres aux peuples africains. Le problème se pose à deux niveaux. Dans un premier temps, il se pose au niveau des États. Il est acquis aujourd'hui que les droits fondamentaux peuvent être revendiqués par les personnes morales. Au sens où les définissent la doctrine et la jurisprudence, il semble inconciliable avec la nature des personnes morales de droit public, et au premier chef l'État. En effet, les droits fondamentaux sont toujours définis en référence à l'individu ou l'homme. Ce sont des libertés et droits essentiels attachés à la nature de la personne humaine, qui sont inscrits dans les conventions internationales et les constitutions des États, et dont la garantie est assurée par le législateur sous le contrôle du juge constitutionnel. Par suite, supposer que l'État puisse en revendiquer la jouissance est proprement aberrant, y compris dans les rapports entre les États fédérés et l'État central dans le système fédéral, au motif qu'il ne pourrait pas tout à la fois être créancier et débiteur des droits fondamentaux. Si l'État peut revendiquer des droits fondamentaux, ce ne peut être que des droits d'une autre nature, car en effet, dans les rapports internationaux, l'État est titulaire des droits fondamentaux opposables aux autres sujets du droit international. Ces droits sont qualifiés de fondamentaux parce qu'ils constituent l'essence même de l'État, sa raison d'être. Ils résultent de la force des choses, de la seule coexistence d'États civilisés. Au nombre de ces droits, on cite le droit de conservation, le droit au respect, le droit d'égalité ou le droit d'indépendance. Les droits fondamentaux des États s'exercent donc dans un cadre où coexistent plusieurs entités dans des rapports conflictuels ou pacifiques, qui revendiquent leur particularisme, leur autonomie et leur existence séparée. Or, le cadre fédéral, et même certains États régionaux tels que l'Espagne, présentent des similitudes avec la scène internationale, dans la mesure où coexistent de véritables nations qui affirment leur propre personnalité, leurs identités culturelles, et finalement leurs autonomies au nom de leur antériorité par rapport à la nation. Ces entités, partout où elles existent, obtiennent la reconnaissance des droits fondamentaux tels que l'autonomie, qui sont opposables à l'État central. En Afrique, il semble bien que l'État fédéral achoppe sur la question du transfert de la souveraineté à l'Union africaine. Un tel transfert ne peut se faire sans menacer les conditions essentielles d'exercice de leur autonomie par les autorités locales, sinon leur existence. En tous les cas, les droits fondamentaux des États sont des garanties indispensables à l'exercice par eux de leurs libertés et droits, en compensation de l'abandon de leur souveraineté. Or à ce niveau, un constat s'impose.
les droits fondamentaux des États eux-mêmes immergés dans la culture nationale et nourris par une pratique politique plus ou moins longue qui a façonné une culture, des habitus et traditions, et finalement une identité propre à chaque entité nationale, révèlent leur incompatibilité avec les principes de l'unité africaine. Ils sont à l'opposé des buts de la construction d'un État central, première partie. À un second niveau, on constate que c'est du fait des États que l'incompatibilité des libertés qu'ils revendiquent s'affiche face aux objectifs de l'État fédéral que défend l'Union. Cela est très perceptible en matière des droits fondamentaux de l'homme, où l'Union défend un anthropocentrisme très libéral importé de l'Occident, tandis que les États s'arc-boutent sur des conceptions communautaristes des droits de l'homme qui amoindrissent les effets des instruments africains et internationaux des droits de l'homme dans le chef des entités étatiques. Ces conceptions communautaires du reste sont selon les situations et les régions favorablement accueillies, ou rejetées par les peuples. Il en résulte une mise en échec du projet de l'État fédéral africain, à cause de l'incompatibilité entre les droits fondamentaux des individus proclamés dans le cadre de l'Union africaine, et les identités culturelles nationales, qui sont supposées refléter les valeurs de l'écrasante majorité de la population, seconde partie. Première partie, l'incompatibilité entre les droits fondamentaux des États et le principe de l'unité africaine. L'incompatibilité entre les droits fondamentaux des États et le principe de l'unité africaine est incontestable. Elle s'explique par l'histoire et par la culture. La thèse de l'unité historique du continent n'est plus guère pertinente, puisque les trajectoires séparées imposées par la colonisation et entérinées, après la décolonisation, par la consécration du principe de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation ont eu raison de l'unité. L'identité culturelle présumée est à construire. De plus, certains éléments communs à la culture, tels que le tribalisme ou l'ethnicisme, au lieu de favoriser l'unité africaine, ont généré des comportements hostiles, et ont plus contribué à séparer les peuples au lieu de les rapprocher. L'unité dans tous les États fédéraux s'est, il est vrai, construite progressivement. Elle a été souvent l'œuvre des juridictions fédérales qui, par une interprétation audacieuse des textes constitutionnels, ont réussi non sans difficulté à imposer la souveraineté du droit de l'État fédéral sur celui des États fédérés. Ces évolutions en dents de scie, pour ne citer que le cas des États-Unis d'Amérique, n'ont pu aboutir à l'unité de l'État que parce que les conflits entre l'Union et les États se sont déroulés sur le terrain pacifié de la justice et dans le respect des règles de droit et de la démocratie. La démocratie est apparue, dans les termes de la soumission à l'autorité des décisions des cours suprêmes, comme un cadre culturel a priori indispensable à la réalisation de l'État. Sur cette base du respect des formes démocratiques, l'État peut opérer une mutation consensuelle interne vers la structure unitaire ou, lorsqu'il est unitaire, se transformer en fédération, en accordant plus d'autonomie à ses composantes ou à ses démembrements. La stabilité institutionnelle n'en sera pas plus achevée pour autant, puisqu'elle est tributaire du pragmatisme des cours, qui font preuve de réalisme et de flexibilité dans le partage des compétences. En Afrique, l'équation est encore plus complexe. Non seulement elle se pose avant même la formation de l'État, et on se demande à juste titre si la construction de cet État est possible dès lors que les États-nations qui existent ne sont pas parvenus à leur maturité, et qu'au contraire nombre d'entre eux sont précaires, voire déliquescents et en voie de décomposition plus ou moins permanente, mais en outre la culture démocratique fait cruellement défaut. Cela peut se vérifier assez aisément au regard de certains principes de répartition des compétences nécessaires à l'existence d'une fédération, comme la libre administration, l'autonomie financière des États, la péréquation fiscale, la répartition des ressources naturelles, l'indépendance de la justice, la bonne gouvernance ou le contrôle politique, administratif et juridictionnel de la gestion des affaires d'intérêt local par l'État fédéral. La perspective de devoir abandonner une partie importante des prérogatives nationales au profit d'un État central, dont l'impartialité peut bien masquer un nationalisme ostracisant, a été perçue comme une confiscation de leur liberté par les États. C'est pour cette raison que la construction panafricaine achoppe sur deux principes érigés en droits fondamentaux par les États: le principe d'égalité et le principe de liberté. De la défunte OUA jusqu'à l'Union africaine, l'affirmation de l'égalité des États a toujours été assortie de l'affirmation de leur souveraineté,
Preuve que l'égalité des États dans le cadre d'un ensemble plus vaste qui absorbe leur souveraineté est une fiction à laquelle ils ne croient pas, titre I. Cela est si vrai que l'expression de leur liberté politique s'affirme au besoin contre des dispositions continentales destinées à encadrer les excès de la liberté préjudiciable à l'avenir de l'Union, dans la perspective de la réalisation de l'État fédéral, titre 2. Titre 1. La fiction de l'égalité ou les infortunes de la solidarité. Le principe d'égalité, dans les rapports entre les États fédérés et la Fédération ou l'Union, signifie que tous les États partis à la Fédération ont droit aux mêmes prestations et aux mêmes avantages économiques et sociaux quelles que soient leurs ressources et leur niveau de développement. Cela suppose que les nantis doivent faire des efforts financiers importants pour permettre aux plus pauvres de parvenir au même niveau de développement qu'eux, afin que sur l'ensemble du territoire de la Fédération, les conditions de vie des populations soient équivalentes. C'est la seule façon de parvenir à un développement équilibré de l'ensemble de l'État, si toutefois cet objectif est prévu par les textes fondamentaux. De tous les principes qui gouvernent les États démocratiques modernes, celui de l'égalité est sans aucun doute celui qui est le plus malmené. Il en est ainsi, parce que l'égalité réelle entre plusieurs personnes physiques ou morales est difficile à réaliser. Cela est particulièrement vrai entre les entités à caractère étatique ou régional, en raison des disparités naturelles que l'on peut observer d'un État à l'autre. À certains d'entre eux, la nature a offert de meilleures dispositions pour avoir un ascendant sur le plan économique ou militaire. À d'autres, l'avantage est démographique, mais il peut se transformer en un handicap si les potentialités économiques ne suivent pas la courbe démographique. D'autres enfin ont un avantage territorial. À côté de cela, il est des États qui sont totalement démunis, ou trop exigus pour s'en sortir sans la solidarité des nantis. Un éventail de disparités saisissantes qu'offre l'Afrique sur la voie de l'unification. Si le but de toute association, comme le reconnaît l'acte constitutif de l'Union africaine, consiste à assurer le bien-être des peuples par l'exploitation des ressources naturelles et humaines au service du progrès général des peuples, cette aspiration ne peut pas se réaliser dans le cadre d'une organisation fédérale sans la volonté et la détermination de niveler les inégalités. Cela implique une répartition des ressources sur l'ensemble du territoire fédéral sur la base du principe d'égalité. Sauf l'hypothèse où les États optent pour un fédéralisme asymétrique, ce qui ne semble pas être l'option choisie par les Africains, il ne fait pas de doute que le principe d'égalité est la colonne vertébrale de l'État fédéral, car lui seul permet un développement harmonieux de l'ensemble du territoire, en corrigeant les déséquilibres entre territoires et en jugulant les tensions toujours possibles entre les États. Dans le sillage des fédérations multiséculaires, l'Union africaine a posé les bases juridiques de l'égalité des États candidats à la future organisation, chapitre 1. Mais ce principe s'est toujours heurté à de farouches résistances culturelles et sociologiques sur le continent. Il est même certain qu'il sera privé d'effet, parce que les États africains sont par principe hostiles à cette forme d'égalité, chapitre 2. Chapitre I. L'affirmation progressive de la règle de l'égalité. En Afrique, les ingrédients d'une union fédérale se mettent progressivement en place. Les textes sont largement en avance par rapport aux mentalités qui, elles, portent encore l'étard des coutumes nationalistes et même tribales. On peut s'en féliciter ou s'en inquiéter, les faits sont indiscutables. Timidement avancé comme un objectif à atteindre par l'organisation de l'unité africaine, la marche vers l'unité a connu une extraordinaire accélération depuis la création de l'Union africaine. L'affirmation du principe d'égalité entre les États par l'acte constitutif de l'Union africaine et les textes subséquents en constitue une preuve certaine. C'est en effet dans les constitutions fédérales que l'égalité entre les États fédérés se trouve constamment affirmée, dans la mesure où elle exprime l'existence de différences qu'il convient de traiter, au risque de compromettre l'unité en construction. Dans les États unitaires en revanche, l'égalité entre les collectivités territoriales n'a pas lieu d'être affirmée, car l'unité est par définition acquise. L'Union africaine, dans la mesure où elle ne fonctionne pas encore comme un État fédéral disposant d'une constitution formelle, n'a pas encore mis en pratique le principe d'égalité entre les États, même si celui-ci est affirmé.
Le principe d'égalité bénéficie tout de même d'un fondement textuel qu'il est possible d'exploiter de façon optimale comme dans un État fédéral existant. Section 2. Néanmoins, ce principe est limité en amont par l'impossibilité d'asseoir la souveraineté de l'Union du fait que, historiquement et culturellement, elle n'a pas de précédent. La réunion de ces deux facteurs fait obstacle, non seulement à l'égalité entre les États, mais aussi à la souveraineté de l'Union. Section 1. Section 1. Le rejet du principe de la souveraineté de l'Union africaine, les obstacles culturels. La question de la souveraineté de l'État central africain n'est pas seulement politique. Elle constitue bien un défi au regard de l'histoire et même de la culture, tant aucun des États africains qui se sont proclamés comme souverains au lendemain des indépendances n'a jamais pu réaliser en son sein l'unité au moyen de la souveraineté, ni s'imposer comme souverain vis-à-vis des entités étatiques extérieures. Le facteur économique seul ne suffit pas à expliquer la défaillance des souverainetés africaines. Il faut donc se demander si, et de quelle manière, l'État central africain une fois mis en place peut réussir à imposer son autorité là où les États existants n'ont pas réussi, et si le principe de la souveraineté lui-même, en tant que construction occidentale, associé à la formation des États-nations de cette ère géographique et culturelle ne se trouve pas en conflit avec les réalités culturelles africaines. La question s'est posée chez nombre de juristes français, de savoir si l'apparition de la notion de souveraineté sous l'empire des contingences historiques ne condamne pas la souveraineté à n'être qu'un attribut des seules nations européennes organisées en États. On a le sentiment que le caractère transparent voire factice de la souveraineté des États africains constitue un vestige de l'époque précoloniale marquée par l'existence de nations ethniques dépourvues d'États au sens moderne et de souveraineté. Ceci pourrait expliquer en partie le dénuement dans lequel se trouve l'Union africaine, qui a délibérément été vidée de la puissance étatique par les dirigeants des États, qu'on peut volontiers suspecter d'être habitée par une absurde nostalgie pour les anciens empires africains, une sorte d'altération de la conscience historique de leur responsabilité dans le devenir de l'Afrique dans le concert des nations, qui les faisant se regarder comme les héritiers des monarques de l'ancienne Afrique ils ne sont en réalité que de façon éphémère, les conduit à toujours s'opposer à toutes les tentatives de création d'un État supranational disposant d'une souveraineté suffisamment large pour pouvoir éclipser leur autorité et même leur existence. La conséquence de cet état de fait, c'est qu'en dépit des mutations qui touchent la planète au plan politique, ils peuvent bien se contenter des souverainetés étriquées dans une Afrique morcelée dont la réalité politique reste aussi figée qu'avant le Congrès de Berlin, lorsque les pouvoirs tribaux, même exerçant des attributions régaliennes, ne percevaient pas encore toutes les virtualités que recèle la souveraineté. La question du modèle de souveraineté se posera comme elle s'est posée dans d'autres États fédéraux, d'autant plus que tous les pays occidentaux n'en partagent pas une conception univoque. 1. L'Afrique fédérale ne parviendra pas à s'accorder sur une conception uniforme de la souveraineté qui soit conforme à l'histoire politique et à la culture des différents territoires. 2. 1. Les conceptions occidentales de la souveraineté. Il ne s'agit pas de discuter de la définition de la notion de souveraineté. Celle-ci a été abondamment précisée. Pour Carré de Malberg, la souveraineté c'est le caractère suprême d'un pouvoir, suprême, en ce que ce pouvoir n'en admet aucun autre ni au-dessus de lui, ni en concurrence avec lui. Quand donc on dit que l'État est souverain, il faut entendre par là que dans la sphère où son autorité est appelée à s'exercer, il détient une puissance qui ne relève d'aucun autre pouvoir et qui ne peut être égalée par aucun autre pouvoir. Plus radical dans la terminologie, Léon Duguy la définit comme la négation de toute entrave ou subordination. Elle est illimitée ou absolue, car si elle ne l'était pas, elle dépendrait d'une autre volonté qui la limiterait et par conséquent, elle cesserait de se déterminer exclusivement par elle-même. Ce qui est ici questionné, c'est la représentation que les États se font de la souveraineté. À ce niveau, il n'y a pas unanimité dans les pratiques des États. C'est parce que la souveraineté détermine le lieu de l'exercice réel du pouvoir, pour le distinguer de la périphérie qui en est écartée de fait, que sa dévolution est source de conflits.
Qu'elle appartienne à la nation comme l'ont affirmé la Déclaration d'indépendance américaine et la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ou qu'elle appartienne à l'État selon l'école allemande de droit représentée par la bande des Jelinek, la souveraineté pose au futur État fédéral africain des questions pratiques très complexes. Comme le déclare très justement Duguy, la conception de la souveraineté nationale comprend en elle-même deux éléments, qui assurément se pénètrent intimement, mais qui cependant se distinguent. D'abord la nation, et ensuite la souveraineté conçue comme puissance commandant. Le premier de ces éléments fait défaut à l'Afrique. En effet, l'Afrique ne saurait être tenue pour une nation au même titre que les nations américaines et françaises du XVIe siècle et celles de maintenant. Il en résulte l'impossibilité d'attribuer la souveraineté à la masse des citoyens qui ne forment pas une nation. À supposer même qu'on considère l'Afrique comme une nation, par une fiction juridique, pour en inférer le droit pour elle d'être titulaire de la souveraineté, il est impossible d'affirmer que les conditions minimums de la démocratie sont réunies à l'heure actuelle, pour considérer que chaque volonté individuelle est libre et concourt pleinement à l'exercice de la souveraineté. Dans cette hypothèse, la souveraineté semble devoir appartenir aux nations existantes et non à une hypothétique nation africaine, qui en transférerait la puissance commandante à l'État central dont la légitimité ne peut procéder que des nations qui composent l'Union. C'est en ce sens qu'il faut interpréter le rejet quasi unanime opposé par les nations représentées par leurs États respectifs au concert des nations de l'Union africaine du principe de la création d'un État central, qu'elles ont renvoyé au calende grec, et conséquemment celui du partage de la souveraineté. Agrégat des nations encore en voie de formation, l'Union africaine n'aura pas d'autre alternative à l'avenir que de chercher son équilibre entre les deux conceptions occidentales de la souveraineté dont aucune ne semble convenir à ses attentes, ni se mouler dans la diversité de ses cultures. La souveraineté une et indivisible qui confère à l'État central indépendance et liberté au détriment des États. A. La souveraineté divisée, dont la particularité est de conférer l'essentiel du pouvoir politique aux États. B. À la souveraineté une et indivisible. Le principe de l'unicité et de l'indivisibilité de la souveraineté, qui se trouve formulé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, a une origine fort ancienne. En France, il est associé à la monarchie absolue de droit divin. Il est une pure invention de la monarchie française qui voulait marquer à la fois son indépendance externe vis-à-vis de l'Empire et de la papauté, et sa supériorité au plan interne par rapport à la féodalité. Une fois acquise, la souveraineté a été associée à la personne du roi en tant que personnification du pouvoir, de l'État et de la nation. En 1789, la Révolution opère un transfert de la souveraineté au profit de la nation. Au terme de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. La Constitution du 3 septembre 1791 proclame que la souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est cette formule qui sera reprise successivement par la quasi-totalité des constitutions françaises. La souveraineté exprime donc l'idée d'autorité, ou celle de puissance exercée par la nation directement ou par délégation de celle-ci. Ainsi définie, la notion de souveraineté est intimement associée aux puissances occidentales dans la défense de leur intégrité territoriale, de leur nation et de leurs ressources. Et les règles de droit régissant les rapports entre les États occidentaux établis depuis le traité de Westphalie du 24 octobre 1648, ont tout naturellement contribué à façonner le droit international moderne à telle enseigne que, pour beaucoup, le droit international a incontestablement une saveur coloniale. Parmi ces règles, la souveraineté est sans doute celle qui, à l'épreuve des réalités politiques et économiques, a montré le plus de difficultés à s'adapter au contexte africain en dépit de sa réception et de son appropriation par les États, qui l'ont aussitôt opposée aux anciennes puissances coloniales. L'Assemblée générale de l'ONU, au 5 de sa résolution 2131 du 21 décembre 1965,
portant déclaration sur l'admissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des États, énonçait que tout État a le droit de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part de n'importe quel État. L'article 2 de la Charte des droits et devoirs économiques des États proclame le principe de la souveraineté entière et permanente sur toutes leurs richesses, ressources naturelles et activités économiques, y compris la possession et le droit d'en disposer. Le droit international consacre ainsi, par la proclamation des libertés étatiques, la juxtaposition formelle d'États souverains inconciliables avec les ingérences dans les affaires intérieures des États. Pour les États africains, le principe de la souveraineté dans la formulation consacrée par le droit international constituait une aubaine. Ayant à choisir entre l'abandon de leur souveraineté nationale au profit d'un État central appelé à concentrer entre ses mains la puissance politique africaine et à incarner l'unité politique du continent, entendue comme une nation, et la consécration des souverainetés étatiques, elles n'hésitèrent pas à sacrifier l'unité africaine sur l'autel de ces dernières. Ce choix s'expliquait par l'antériorité des États issus de la colonisation, par rapport à l'intégration continentale. Construire l'unité politique du continent aussitôt après l'indépendance, par agrégation des États, équivalait pour eux à renoncer aux souverainetés nationales conquises contre les anciennes métropoles, parfois au prix des luttes et du sang. Les textes constitutionnels nationaux arboraient fièrement le principe de la souveraineté comme un trophée, qu'il n'était pas permis d'abandonner sans courir le risque de trahir les luttes nationales, l'histoire et les idéaux de la patrie. Il est vrai que tous les États et tous les peuples n'étaient pas égaux devant la colonisation et devant les luttes de libération nationale. Il était par exemple inimaginable que le peuple algérien qui avait chèrement conquis sa liberté au prix d'une guerre effroyable qui l'a meurtri, en même temps qu'elle a renforcé le sentiment national chez les citoyens, renonça à ses valeurs, une conception idoine de la nation et à son identité pour lesquelles il s'est battu, au profit d'une communauté supranationale dont la souveraineté pouvait remettre en cause ses acquis. Cela est compréhensible a posteriori quand on considère le spectacle politique que donnent à voir la plupart des républiques bananières d'Afrique noire, qui ne savent pas quoi faire de leur souveraineté, qu'elles bazardent parfois sans réelle contrepartie. Dans une certaine mesure, le caractère révolutionnaire des indépendances rappelait 1789, en ce sens que la souveraineté changeait de titulaire. Le nouvel État, alors qu'antérieurement elle appartenait à l'ancienne puissance coloniale. Derrière l'État, apparaissait non pas la nation, mais le peuple, véritable titulaire de la souveraineté au nom duquel le nouvel État parlait. Il y a dans les constitutions des États africains depuis les indépendances, une parfaite identification du peuple à la nation. L'article 2 de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 modifiant la Constitution du 2 juin 1972 affirme que la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Il en est de même de l'article 3 de la Constitution sénégalaise. La légitimité des peuples ne faisait guère de doute, et l'Afrique devait supporter le sort de la séparation et du morcellement que lui imposait l'histoire, parce que chaque peuple avait un passé, une communauté de valeurs, un destin et un projet propre. La charte de loi devait constater, dans son préambule, le caractère inaliénable du droit des peuples à déterminer leur propre destin. À la différence des constitutions américaines et allemandes qui visent un seul peuple, américain et allemand, elle faisait alors référence à une pluralité des peuples établis sur le continent africain, pour justifier l'abandon du projet fédéral avec sa tentative d'instituer le principe de la souveraineté une et indivisible au profit de l'État central. Les États avaient convenu que la souveraineté devait échoir aux États, pour leur permettre de bâtir leur nation, et s'atteler aux difficiles tâches qu'impliquaient le développement national, la sécurité et le bien-être des populations. Et l'expérience a montré que les États africains ont une préférence pour l'État unitaire centralisé et fort. Ils sont même très hostiles au principe fédératif. La question de la souveraineté est au cœur de cette aversion, pour une raison au moins, c'est qu'ils n'ont pas une longue pratique et une expérience éprouvée du fédéralisme. Le principe de la souveraineté partagée lui aussi se trouve ipso facto condamné. B.
La souveraineté partagée. On l'appelle aussi la souveraineté divisée. Les États-Unis, l'Allemagne ou la Suisse constituent les exemples les plus connus de souveraineté partagée. Il est d'autant plus intéressant de voir de plus près ces modèles pour en tirer des enseignements pour l'Afrique, que ces États procèdent du fédéralisme par agrégation que l'Afrique projette de mettre en place. Dans ce modèle de fédération, le privilège de l'antériorité par rapport à l'État fédéral qu'ils ont contribué à créer confère aux États fédérés des droits souverains inaliénables. États souverains avant leur fusion dans une communauté politique plus large, ils entendent le rester et le restent après. L'article 3 de la Constitution suisse du 18 avril 1999 déclare que les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Le partage du pouvoir entre l'État central et les Länder par la loi fondamentale procède de la même logique en Allemagne. Comme le suggère M. Félicien Lemaire, la notion de souveraineté partagée comporterait deux sens. Elle désignerait dans un premier temps l'exercice de la souveraineté par deux ou plusieurs États sur un même territoire, et dans un second temps elle se caractériserait par la reconnaissance d'une parcelle de souveraineté au profit d'une ou plusieurs collectivités. Certains auteurs enseignent même que seul l'État fédéral est souverain sur le plan international et sur le plan interne, tandis que les États fédérés n'auraient que la souveraineté interne. C'est dans une décision rendue par la Cour suprême américaine, Us Term Limits, Yngve Thornton en 1995, que le juge Kennedy a affirmé que les constituants ont procédé à la fission de l'atome de la souveraineté. Les Américains ont ainsi fait des constitutions où partout, le pouvoir est morcelé, divisé en des branches qui ne peuvent rien faire sans le concours des autres et qui se surveillent réciproquement. Et la question de la souveraineté oppose constamment l'État central aux États fédérés. Cette conception de la souveraineté se situe culturellement à l'opposé de ce qu'est la conception française, qui ne la conçoit qu'une et indivisible. Lorsque les auteurs français parlent de la souveraineté, c'est à l'État central qu'ils l'associent et non à ses démembrements. Ainsi, depuis Loiseau au moins, la souveraineté est du tout inséparable de l'État. La souveraineté est la forme qui donne l'être à l'État. Même l'État et la souveraineté prise in concreto sont synonymes. Et Carré de Malberg de renchérir. À coup sûr, si le critérium de l'État est la souveraineté, les collectivités membres d'un État fédéral ne sont pas des États, car elles ne sont pas souveraines. La notion de souveraineté partagée est formellement contestée dans son principe et dans la pratique, sans qu'il soit besoin de convoquer l'histoire. En effet, un État qui accepte d'intégrer une communauté politique dans le cadre d'un État fédéral aliène de facto et de jure sa souveraineté au profit de ce dernier, même si par ailleurs l'essentiel de ses compétences est préservé par la Constitution de l'État fédéral. Il perd la qualité d'État au sens du droit international, en devenant une entité infra-étatique dépourvue de toute personnalité internationale. Lorsque donc on qualifie les États fédérés de souverains, cela ne peut signifier ni plus ni moins que l'indépendance ou l'autonomie dont ils jouissent à l'intérieur de la fédération. Pour M. Lemaire, ce qu'on entend par souveraineté partagée s'inscrit dans la plus totale subjectivité normative des États. Autrement dit, les États fédérés ne peuvent opposer leur souveraineté qu'à l'État central et aux autres États fédérés. En aucun cas leur souveraineté n'a de valeur hors des limites de l'État dont ils sont membres. Les USA constituent l'exemple parfait de souveraineté partagée, dans lequel les compétences de l'Union sont limitativement énumérées par la Constitution, tandis que les États fédérés disposent de larges attributions. Mais il s'agit en réalité d'une pure question de droit interne. L'histoire et le contexte politique propre à cet État lui ont inspiré ce type d'organisation qu'il n'est pas possible de transférer autre part. Il serait plus juste de dire avec Léon Duguy que le terme même de souveraineté n'est applicable que dans les rapports internationaux. C'est par pure commodité de langage ou par stratégie politique qu'il est employé dans les rapports internes à l'État. Il convient par conséquent de se demander si les réticences des États africains pour le transfert de souveraineté peuvent être surmontées par l'adoption d'un modèle de fédération qui octroie aux États de larges compétences qui leur garantissent une autonomie telle qu'ils peuvent traiter à armes égales avec l'État central. En d'autres termes,
Les États africains actuels peuvent-ils accepter d'intégrer un État supranational sans formuler la moindre réserve au sujet de la souveraineté internationale de l'État central? Mais peut-il y avoir transfert de compétences sans transfert de souveraineté? La question se pose dans les mêmes termes à l'Union européenne, et il apparaît que l'Europe constitue encore une fédération d'États souverains. La culture de l'État-nation qui ne le conçoit pas détaché de la souveraineté, son attribut essentiel, a bien entendu influencé l'organisation politique actuelle de l'Union européenne. On mesure toute la difficulté de convaincre des nations qui ont façonné leurs identités, leur unité territoriale et même culturelle, parfois contre leurs voisins immédiats, de renoncer au principe de la souveraineté qui les a élevés à la dignité de grandes nations et a fait de leurs États des puissances internationales. La souveraineté en Europe devient certainement un élément de l'identité constitutionnelle des États. En Afrique, l'équation se pose différemment, c'est-à-dire en termes de légitimité politique des dirigeants à choisir pour les peuples une orientation qui soit conforme à l'identité et aux valeurs propres au peuple. Il s'agit d'une question culturelle, parce que les raisons qui rendent les États africains réfractaires à la souveraineté de l'Union africaine sont d'ordre historique et culturel. Les motifs culturels de l'opposition des États au principe de la souveraineté de l'Union africaine. Il est toujours difficile pour le chercheur d'interpréter la position des représentants du peuple, lorsqu'elle n'est pas étayée par des comptes rendus ou des rapports qui rendent publiques les délibérations des réunions de l'Assemblée générale de l'Union africaine, ou même lorsque cette position s'appuie sur une argumentation obscure ou lacunaire qui dissimule les réelles préoccupations des États. Néanmoins, il existe une forte probabilité, au regard de l'identité, de la culture, de l'histoire nationale, de l'idéologie ou de l'économie, de comprendre les raisons qui expliquent les choix étatiques. La démarche consiste à analyser les conventions. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.